Allez, eh ben alors, je vous propose qu'on démarre. Écoutez, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour ce premier webinaire de l'année 2023, le sixième depuis le démarrage des webinaires. I will switch to English to briefly introduce John Tsatsopoulos. I hope I got it right, John. So John is our CEO for the business unit we have in Singapore called Expat Insurance. And as you know, we always want to introduce to you some of MSH business unit or services in this webinar, sometimes other business units from the OCSC. So for this webinar, we've opted to introduce Singapore, what we do over there. So John later on will be speaking about expat insurance and Singapore. Is everything fine, Zoe? Could you close one of the two mics because apparently. Il y a quelqu'un qui n'a pas fermé son micro. Okay. Okay, so welcome, John, and I will revert to French and we'll let you the floor later on in the webinar. No, that's fine. Je vais repasser sur le français. Ici, en live à Paris, je suis avec Laurent Jumel, qu'on ne présente plus, et Séverine Lacroix, qu'on présente pour le coup. Et du coup, peut-être si le next slide, Zoé, pour que Séverine puisse se présenter. Eh bien, bonjour à tous. Je suis ravie de rejoindre les équipes MSH, que j'ai rejoint il y a 15 jours, très exactement. Je viens, pour la faire de façon assez courte, je viens du monde de l'entrepreneuriat, de la PME, du voyage. Et puis, je suis tombée dans la marmite de l'assurance il y a 5 ans. En travaillant d'abord côté courtage chez chacun, un petit courtier en assurance voyage, puis chez Europe Assistance, donc côté assureur, avec toujours un focus assez fort sur 3 grands sujets: le marketing, l'orientation client, la transformation, l'innovation, digitalisation, et puis une bonne dose de stratégie, pilotage, reporting. Donc voilà, je cherchais à rejoindre une entreprise dynamique qui pulse, je ne sais pas trop comment le dire autrement. En tout cas, je vois que chez MSH, on n'a ni d'idées ni d'énergie. Donc voilà, je suis sûre qu'il y a de quoi beaucoup s'amuser. Je suis véritablement ravie d'être là. Et si vous voulez en savoir plus, sachez que je suis toujours partante pour un café. Donc n'hésitez pas, que ce soit pour parler digital avec PMI ou simplement voyage ou photo. Merci, bienvenue. Alors, on a un problème de micro, Zoé? Non, c'est bon? Ok. Très bien. Donc, dans le slide suivant, je vous ai mis rapidement un rappel de la constitution du COMEX. Donc, je sais pas, tu l'as mis, j'ai du lag sur mon PC, désolé. Donc, vous voyez le COMEX MSH France avec l'ensemble des personnes. Je ne vais pas les planter une par une. Une petite remarque, le COMEX est paritaire femmes-hommes. Et puis, vous voyez les patrons de PNL dans chacun des pays, qui, lui, n'est pas encore paritaire. Donc, pour vous montrer l'ensemble des personnes. Guillaume, que vous avez déjà vu dans un webinaire l'année dernière. Philippe, patron de BDAE, donc MSH Germany. Céline pour la Chine. Hassan pour le Middle East. Et puis, John qui viendra vous parler tout à l'heure de Expat Insurance. Voilà, si on va sur l'agenda de ce webinaire, je vais faire la partie actu générale, un peu comme à l'accoutumée, ce qui s'est passé sur le trimestre, et puis quelques chiffres, parce que ça, je ne peux jamais m'en empêcher. Il y a ensuite Laurent et Séverine vous parleront de l'activité commerciale, où on en est, où est-ce que l'on va. Comme j'ai indiqué, John viendra vous parler un petit peu de Singapour et de ce qu'on y fait avec l'entité Expat Insurance. On aura des questions-réponses au fur et à mesure à la fin de chaque partie, mais on aura un round de questions-réponses plus la conclusion à la fin de cette session. On l'a voulu un tout petit peu plus courte que d'habitude. J'espère qu'on va réussir à se discipliner sur le timing. Ça faisait partie de vos feedbacks, plutôt d'avoir des choses un peu plus courtes. Donc, je rappelle que ce webinaire est enregistré, donc vous pourrez le réécouter si vous en avez envie. Vous pouvez poser vos questions via le chat. Et puis, donc il est en bas à droite. Et puis, à la fin de ce webinaire, on fera l'enquête habituelle pour avoir vos retours et continuer à nous améliorer. Voilà, je propose sans plus tarder de démarrer sur la partie présentation.
Donc sur l'activité du trimestre, vous avez vu en début d'année, il y a eu la nomination de Cédric Charpentier, directeur général du groupe, avec Christian Burrus qui devient coprésident aux côtés de Pierre Donnersberg. Cédric a déjà engagé 2 chantiers. Le premier, c'est travailler sur notre stratégie en tant que courtier. Qu'est-ce que nous voulons faire, où nous voulons aller? Je le dis parce que je m'attends à ce que, soit au 2e trimestre, soit au 3e, on reviendra vers vous avec une vision de ce qu'est DioCSI plus globalement et ce que nous voulons faire. Avec ce volet, il y a également la réalisation d'un business plan 2023-2027 sur lequel on avait déjà travaillé, nous, en fait, côté message dessus. Mais du coup, ça fera un BP pour l'ensemble du groupe. Et puis, vous avez vu la nomination de Sylvie Roland, qui c'est la DRH Group, en remplacement d'Isabelle Écoute. On a également eu, je crois qu'on a eu les résultats la semaine dernière. Je crois que les collèges sont, on a atteint les quorums dans tous les collèges, donc il n'y aura pas de 2e tour d'élection. Vous savez qu'il y avait des UES, DioLSN d'un côté, CIACI de l'autre. Elles ont été dénoncées pour créer une UES commune, DioCIACI. Ça fait partie de la constitution que l'on veut faire pour bâtir ce groupe DioCIACI. Donc les élections ont eu lieu et vous avez maintenant des représentants du personnel pour l'US commune DioCIACI. J'anticipe éventuellement tout de suite une question que vous aurez sur les augmentations individuelles. Je pense qu'il y a une certaine attente. Donc en fait, on était obligé d'attendre les élections des représentants de l'UES, ce qui est chose faite depuis la semaine dernière, pour engager ce qu'on appelle la NAO, la négociation annuelle obligatoire, dans laquelle on va définir les enveloppes, les dates de paiement, rétroactif par rétroactif, etc. Alors, il y aura un peu plus, je pense qu'il y aura des discussions également sur l'intéressement, le temps de travail, un certain nombre d'autres éléments, mais je pense que ça commencera sur la partie augmentation individuelle, puisque c'est là où je pense qu'il y a la plus grosse attente. Je pense que ça devrait se conclure sur le mois prochain, en avril, et donc peut-être que fin avril, on sera en capacité de communiquer sur ce point. 3e point, juste pour dire qu'on a une activité assez riche en événements post-Covid pour se retrouver. C'est vrai qu'on avait tous à cœur, après le Covid, de se voir en vrai, de pouvoir recréer un peu du réseau, de pouvoir se parler, d'échanger, et puis on va pas se mentir aussi, d'avoir un peu de fun. Donc on a eu la réunion de lancement de l'année pour un message France. Il y a eu derrière la première année, l'anniversaire de DioCSI chez Crus. Nous avons fait en février fêter les 4 ans de Tunis. Je le souligne parce que c'est impressionnant. Il y a 4 ans, il y avait 4 personnes à Tunis. Et quand j'y suis allé pour célébrer la 4e année, il y avait 172 personnes. Donc je trouve que c'est une belle réussite et c'est devenu un centre d'excellence important sur lequel nous nous appuyons beaucoup. Nous avons fait également, on appelait ça un Sales Summit, dans lequel on a fait venir l'ensemble des directeurs généraux, des directeurs commerciaux et leurs adjoints de toutes les entités de MSH. Alors, à l'exception de la Chine, on avait lancé les invitations tôt pour que le prix des billets d'avion soit modeste. Malheureusement, quand on a lancé les invitations, il y avait encore les restrictions liées au Covid en Chine, et donc les Chinois étaient en visio. Mais sinon, on avait l'ensemble des autres pays. Donc voilà, c'était plutôt un bon moment pour se retrouver ou même se rencontrer pour la première fois pour certains. Et puis, au niveau de MSH France, il y a eu la convention commerciale qui a eu lieu il y a quelques semaines et qui également été un grand succès. Activité importante sur Golden Gate, j'en dirai un mot juste après pour vous dire où on en est. Donc le chantier de transformation au niveau des opérations. Grosse activité en début d'année, ça m'a plus concerné avec Amandine sur la partie budget 2023, validation des investissements informatiques en augmentation que nous souhaitons, que ce soit en France ou dans nos filiales. Donc ça a pris quand même pas mal de temps, j'aurai un slide avec quelques chiffres. Et puis juste pour votre information, il a été demandé qu'à ce que MSH soit présenté au conseil de surveillance. Donc ça a été fait, je ne sais plus si c'était en janvier ou en février, dans lequel on a dit c'était quoi notre marché, qui nous étions, d'où nous venions et où nous allions. Je le précise parce que il y a eu un excellent feedback en fait du conseil de surveillance sur l'activité MSH, les perspectives de croissance. Et je pense que nous sommes un moteur de croissance identifié pour le reste du groupe. Voilà, je vous propose de passer sur le Zoom Golden Gate. Alors j'ai Audrey qui est avec moi,
et qui va m'aider. Donc, Audrey a le droit de dire quand je dirais des bêtises sans problème, parce qu'elle est beaucoup plus sachante que moi. Elle a rejoint l'équipe transformation du projet Golden Gate. Alors, le projet Golden Gate, c'est la volonté qu'on a de réformer nos opérations, de les transformer. Partant d'un constat, alors on avait une étude Stratello qui montrait qu'il y avait des choses à faire sur la satisfaction des clients et le sentiment qu'on avait beaucoup de différents départements au sein des opérations avec parfois des passages de balles d'un département à un autre qui n'étaient pas toujours réussis, voire d'un pays à un autre, et ça pouvait créer de la satisfaction client. Donc on est parti avec un objectif qui était, on veut réenchanter, réhumaniser nos services vis-à-vis du client, réenchanter le client. On veut trouver des gains de productivité également parce que à chaque fois qu'on faisait des affaires, on devait recruter en équivalence. Il faut que la croissance soit créatrice de valeur plus qu'elle ne l'était. Donc il y avait un travail autour de la productivité. Et puis Laurent et ses équipes ont rajouté également la volonté d'améliorer l'expérience collaborateur. Donc, voilà un petit peu ce qu'était le cahier des charges. Il y a eu un grand travail qui a été réalisé avec l'ensemble des équipes donc pour que ça vienne aussi du terrain. Hein. Je l'ai déjà dit, l'intelligence est sur le terrain et c'est bien d'utiliser. Et en fait, il y aura une organisation qui se déclinera d'abord par clients, les assurés, la partie RH pour les clients en contrat collectif, les providers avec qui nous pourrons traiter, et puis dans la distribution, les courtiers. On s'organise pour qu'on identifie nos grands parties prenantes, stakeholders, et qu'on puisse les traiter dans des services appropriés. Si je prends maintenant les assurés, les membres, les bénéficiaires, qui est la plus grosse partie, l'idée c'est de dire on va avoir un niveau 1, un customer care élargi pour qu'on puisse interagir, mettons 80% des interactions clients se fassent au même endroit et éviter les passages de ballon un peu trop fréquents que nous pouvions voir par le passé. Ça veut dire qu'il y aura un service important qui sera plus polyvalent que peut-être il n'était par le passé, dont l'objectif est qu'il soit autonome pour traiter, mettons 80% des demandes de nos clients. Bien sûr, derrière, il y aura des services d'expertise, pré-certification, les claims, case management, etc. Mais voilà, on change, on veut qu'il y ait un premier niveau qui attrape le plus gros des demandes des clients. Et après, on les branche sur les services ad hoc. Ça veut dire que dans ces services ad hoc, je pense à case management, on veut aussi apporter plus de valeur aux clients, donc avoir un case management plus élaboré, ce qui va de pair du coup avec améliorer le self-care, le fait que le client puisse faire plus de choses par lui-même, ce qui va nous rendre un peu de disponibilité pour nous accompagner le client sur des tâches à plus grande valeur ajoutée. Voilà, ça veut dire qu'on travaille en parallèle sur nos espaces, providers, assurés, etc., pour les moderniser, pour améliorer les fonctionnalités. Demain, et je pense que ça c'est plus 2024, on verra les parcours clients pour les rendre plus, je ne sais pas comment dire en français, slick, meilleurs, et qu'on rajoute un volet communication, que ce soit dans les espaces assurés avec la messagerie sécurisée, mais que ce soit dans la capacité d'échanger par chat avec les clients, et même, je crois qu'on va essayer des tests à partir de WhatsApp. Sur le slide que vous voyez, vous avez le calendrier. Donc, il y a eu un grand travail de terrain pour définir ce qu'on voulait. Une fois qu'on a été clair sur l'organisation qu'on voyait, on est passé en CSE et on a eu un avis favorable sur cette évolution d'organisation. Il y a eu des webinaires pour l'expliquer. Nous sommes maintenant en phase où on va mettre en œuvre et donc je crois qu'on fait ce qu'on appelle un appel à candidature puisqu'il y aura plus de monde par exemple sur Customer Care et moins ailleurs. Donc il y a des gens qui vont faire des mobilités. Sachant qu'il y aura une très grande attention, on l'a vraiment dit et on insiste dessus, on veut embarquer tout le monde dans cette aventure et donc on va investir aussi sur la formation, la conduite du changement, l'accompagnement dans cette transformation qui n'impacte pas que la France, mais l'ensemble des bureaux, donc ce qui se fait à Calgary, ce qui se fait à Shanghai, etc. On réforme assez en profondeur en fait ce que l'on veut faire et tous les échos jusqu'à présent, on a présenté ça à des clients après l'Inter, etc., sont extrêmement positifs sur ce qu'on veut faire. Donc voilà, si on veut qu'on le mette bien en œuvre. Voilà, ça c'était le Zoom Golden Gate. Je ne sais pas, Audrey, si tu veux rajouter quelque chose, si j'ai oublié des points. Non, merci Frédéric, c'était très clair et j'ajouterai juste le point dans l'accompagnement à la communication qu'on met l'accent sur la partie culture du management et culture d'entreprise. Et que vous serez interrogé sur ce point. Voilà, uniquement ce point.
Voilà, donc Audrey nous accompagne là sur ce webinaire. Donc il y a une petite session de questions-réponses dans quelques slides. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, je ferai appel à une amie parce que je ne suis pas sûr de tout savoir. Mais Audrey pourra répondre à toutes les questions. Sur le slide suivant, on va faire un rappel de retour sur les chiffres. Voilà, c'est mon tableau favori, c'est mon moment. Donc sur 22, on atterrit avec une croissance de 9%. C'est ce qu'on avait présenté au kick-off, donc on ne s'était pas trop trompé. On visait une croissance de 5% au budget, donc nous on a fait mieux. Vous voyez qu'à l'intérieur, MSH a une croissance de 14%. Et sur la partie 2023, au global, on vise à nouveau 9% de croissance. Et vous voyez qu'à l'intérieur, la croissance de MSH est de 15%. Donc quand je vous disais que nous sommes un moteur de croissance pour le groupe, c'est bien le cas, sachant que je l'avais dit en kick-off, il faut qu'on fasse attention aux marges pour s'assurer qu'on a une croissance de notre profitabilité qui suit celle de nos revenus, ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui encore. Au niveau de la France, donc on n'a pas le détail encore par entité, mais au niveau de la France, on vise une croissance de 6% pour MSH France, ce qui est une excellente nouvelle puisqu'on était plutôt à 0 l'année dernière. Donc voilà, ça montre que la France redémarre et doit devenir également au sein de MSH un moteur de croissance au même niveau que les autres. J'en profite, je n'ai pas dit dans l'actualité, mais puisqu'on est dans les chiffres, il y a eu une belle réussite chez PSC, puisque l'accord de branche hôtel, café, restaurant a été remporté par PSC. Donc on sera le gestionnaire de cette branche. C'est 600 000 bénéficiaires qui interviendront. Ça ne va pas jouer sur le budget 2023, ça jouera sur 2024. Mais je profite pour saluer cette belle réussite. Alors, où est-ce qu'on se situe? C'est sur le slide suivant par rapport au début de l'année. Rapidement, le Canada démarre fort. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ils sont en fin février en avance sur leur plan de marche. C'est à nouveau l'activité travel, Rémi, des gens qui viennent au Canada, qui marchent bien. Leur année, eux, va se concentrer sur le projet qu'on appelle Maple Leaf. Vous savez qu'ils ont remporté l'appel d'offres pour tous les fonctionnaires du gouvernement fédéral canadien lorsqu'ils sont à l'étranger. Et donc, il y a un gros travail sur l'informatique et sur ce qui doit être fait par rapport à ça. Il faut pouvoir être bilingue, répondre dans les deux langues, parce que vous savez que le Canada, c'est anglais-français. Donc voilà, ça, c'est leur focus actuel. Sachant qu'également, on travaille de la France avec eux sur le ministère de la Santé saoudien, qui est en appel d'offres. C'est un contrat de 1,6 million de dollars aujourd'hui, à peu près. Et voilà, pour moi, c'est du 50-50, parce que l'appel d'offres est assez compliqué, donc je ne sais pas comment il atterrira dans un environnement un peu concurrentiel. L'Allemagne a un poil de retard, quand même à 10% de croissance, et leur focus, c'est vraiment de réussir le lancement de leur programme individuel à court terme. On voit que c'est un sujet qui revient, parce qu'on a la même chose en France, à l'été. Je ne parle pas de la France, c'est Laurent et Séverine qui en parleront. Sur les Émirats, on a lancé un produit individuel avec AXA. On n'a pas fait de pub encore et il démarre assez fort. Donc, on a de grands espoirs que ça va nous aider. Et on a un travail un peu plus compliqué de fond aux Émirats. On n'a pas la taille nécessaire pour négocier avec les providers aux UAE. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on voit avec qui on peut travailler, sinon on n'est pas dans un cercle vertueux, on n'a pas les bons tarifs chez les hôpitaux, donc notre SP n'est pas bon, donc les assureurs nous augmentent et on perd du business, donc on a encore moins de volume chez les providers, voilà, vous connaissez le truc, donc il faut qu'on casse ce cercle pour rentrer dans un cercle vertueux à l'inverse. La Chine est très confiante, c'est leur première année sur Covid, ça marche très bien sur le début de l'année, donc ils ont une grosse envie de surperformer leur objectif et ils sont assez confiants qu'ils devraient faire une belle année. Et puis Singapour a un démarrage plus difficile vous verrez, on fait un peu de tout à Singapour, de l'employé bénéfice, de l'expat, voire même un peu d'IRD. Sur tous les segments, on est en dessous du plan, donc le démarrage de l'année n'est pas facile sur Singapour. Voilà rapidement la partie actualité de couverte. Je crois que là, on arrive sur les questions-réponses, donc je ne sais pas s'il y a des questions qui sont arrivées sur le chat. Alors, il y avait une question qui était de savoir quels étaient les chantiers clés pour le T2. Alors, sur T2, donc Golden Gate, c'est le chantier clé sur T2, T3, T4. Avec Golden Gate, il y a un ensemble d'investissements qu'on veut réaliser sur les espaces assurés, etc. Donc ça, c'est vraiment c'est un des chantiers phares. On a après, on l'avait déjà indiqué, le chantier extrêmement important sur l'individuel.
Donc, on revoit ce qu'on appelle le tunnel de souscription pour qu'il soit beaucoup moins buggé qu'aujourd'hui. On travaille sur le robot de sélection médicale qu'on appelle le Pétapot. Donc, j'espère qu'au T2, on aura une meilleure idée. Je pense que c'est plutôt du T4 pour l'atterrissage, mais c'est quand même en T2 qu'on va le faire. Il y a tout le travail, je ne sais pas si tu en toucheras un mot, mais sur le plan qui a été lancé par Laurent Joutaka. Je crois que tu veux faire un plan d'accélération également. Donc, voilà, il y a pas mal Et T2, c'est le money time pour la partie commerciale. Je pense qu'il y a un gros focus sur la prospection et essayer de faire accoucher vers des appels d'offres qui iraient vers nous, sur les prospects, j'entends. Donc voilà sur T2, et on va avoir un chantier un peu gouvernance avec Amandine, qu'on avait déjà lancé, mais qui va atterrir au niveau de MSH Monde. Comment on veut faire pour, vous voyez qu'on a fait un Sales Summit, est-ce que demain, il ne faut pas avoir un forum médical un peu élargi avec l'ensemble des médecins, nurses, infirmières, pardon, monde entier, etc. Donc, il y a ça également sur l'agenda. Ok. Il y a une autre question très pratique à laquelle je vais répondre, qui est de savoir sur quel support on peut trouver les PowerPoint des webinars. Donc, effectivement, ce qu'on fait en général, c'est à l'issue du webinar, on envoie un emailing dans lequel il y a et le replay et l'accès au PowerPoint. Ceci étant, c'est une question intéressante. On pourra essayer de faire en sorte de donner accès au PowerPoint des webinaires précédents lors du prochain envoi. Donc, on se note l'idée. On va prendre une autre question et puis après, on enchaînera. Est-ce que Golden Gate impacte uniquement les équipes de gestion? Alors, tiens, je vais laisser Audrey répondre. Audrey. Oui, merci Frédéric. Golden Gate impacte en particulier effectivement toutes les équipes de gestion, inclus le Customer Care et toute la partie back office, effectivement. Ne concerne pas les autres directement les autres services de MSH, mais qui pour autant en bénéficieront puisque nous allons améliorer tous nos parcours et nos services. Sachant qu'effectivement, il y a quand même pas mal d'échanges avec le commerce à qui ça a été présenté. D'abord parce qu'on sait toujours que dans les phases de transition, il y a des phases de risque. On peut avoir des choses, donc il faut que les clients le sachent et qu'ils soient informés, et puis leur dire en même temps qu'on va vers du meilleur et qu'on continue en tant qu'organisation sans arrêt à réfléchir au service client, au parcours client et son amélioration. Ok, merci. Je suggère qu'on Et bien on y va. poursuive. Alors, bonjour à tous. Alors, on va commencer par le petit jeu concours qu'on vous avait proposé afin d'illustrer notre stratégie au niveau de MSH qui, pour mémoire, était fondée sur un prérequis, la rentabilité, parce que c'est la base qui va permettre une croissance soutenable et durable. Et puis ensuite, 3 grands axes prioritaires. Premier grand axe, vous le connaissez bien, la conquête choisie, qu'on peut illustrer par exemple sur l'individuel avec la punchline passée de la stagflation à l'hypercroissance, ou encore sur le collectif passé d'un remarquable TPA, peut-être un des plus beaux TPA gestionnaires de prestations santé au monde, à un partenaire global de santé à haute valeur ajoutée. Ça, c'est le premier axe. Deuxième axe, renforcer nos offres de services, notre réseau. On sait tous qu'on a des prestations de back-office assez exceptionnelles, mais on sait aussi qu'on a des équipes réseau et des équipes médicales qui font au quotidien un travail remarquable qui doit être valorisé et qui doit être aussi facturé, confère notre prérequis rentabilité. Et puis enfin, évidemment, le troisième axe, la transformation opérationnel, le projet Golden Gate que vous connaissez tous, je n'y reviens pas. Merci Laurent. Donc maintenant, on va vous solliciter, puisqu'en fait, le COMEX a analysé donc, les pistes qui ont été remontées donc, pour illustrer le premier axe qui était la conquête choisie. Donc il y a eu un certain nombre de participations qui ont eu lieu, et on aura l'occasion de remercier tous les participants. Et donc, le COMEX a sélectionné les 3 pistes que vous voyez apparaître à l'écran, donc pour illustrer la conquête choisie. Et donc là, maintenant, on va vous demander d'intervenir
Donc sur votre écran en bas à droite, vous avez des propositions qui vous sont faites pour voter. Et nous révélerons le grand gagnant à l'issue de ce webinaire. Donc il gagnera un chèque Amazon de 100 €. Et on en profitera également en cette fin de webinaire pour vous proposer le prochain axe à illustrer, sur lequel il y aura également un jeu concours. Donc même principe, illustrer cet axe et également un chèque Amazon de 100 € à gagner. Voilà, donc vous aurez jusqu'à la fin du webinaire pour pouvoir voter. Et on vous révèle. Ça rappelle des photos. Voilà, il faut se rappeler des des photos. Si vous Donc, voulez. vous pouvez les prendre en photo avec votre smartphone ou faire un print screen. Voilà. Je propose qu'on passe. Alors, il y avait. Non, il y a. Ah oui. Donc, on voulait également en profiter pour remercier toutes les personnes qui avaient participé. Donc là, vous voyez la débauche de créativité qui a eu lieu. Donc des choses très très originales. Et certaines personnes avaient pris le soin, alors on ne l'a pas repris là parce que ça aurait pris beaucoup de place sur l'écran, mais d'illustrer avec un texte leurs propositions. Et on a appris des choses, on s'est cultivé. Donc bravo à toutes et tous pour ces propositions. Et ceux qui n'ont pas été présélectionnés sur cet axe-là peuvent rejouer lors du prochain axe qu'on vous dévoilera en toute fin de session. Grand merci à tout le monde. Et du coup, continuez sur les autres axes. Celui qui sera choisi sur celui-ci, on le mettra dans nos bureaux. Voilà, on aura un premier axe qui sera illustré. Donc, vous allez voir ce qu'on va faire, ça va être très très bien. Alors j'enchaîne. On va parler un petit peu de l'actualité commerciale sur les offres packagées. Donc je commence par le courtage. Sur le courtage, on a eu un très bon démarrage cette année. Sur les affaires nouvelles, alors vous avez sur le graphique de gauche donc, les histogrammes bleus qui représentent les ventes 2022 et en rouge 2023. Donc la courbe grise étant une mensualisation d'une certaine façon de l'objectif qu'on a cette année. Donc ce que vous voyez bien, c'est que sur janvier et février, on a bien performé avec une progression de 56% par rapport à l'année dernière et on est au-dessus de l'objectif. 2023, ce que vous voyez, ce sont les chiffres au 20 mars. Donc on peut clairement voir que raisonnablement, on devrait également être en belle augmentation par rapport à 2022 et voire dépasser l'objectif. Sachant que depuis le 20, nous sommes le 22, on a déjà bien augmenté. La courbe du milieu, là ce sont les objectifs, enfin déjà en bleu les commissions annuelles que l'on a réalisées, donc on voit clairement la baisse qui était liée au Covid, mais depuis 2021, on est sur une pente à nouveau ascendante, avec une très belle année 2022 déjà, qui a réalisé 24% de croissance par rapport à l'année précédente, notamment sur le courtage international, et un dépassement des objectifs. Donc on continue sur cette ambition avec une année 2023 pour laquelle on se fixe l'objectif d'atteindre 450 000 € de commission. Donc selon le staffing qu'on arrivera à avoir sur l'année, mais ça représente 16% d'augmentation par rapport à l'année d'avant et même près de 40% si on compte le fait qu'on va arrêter les affaires nouvelles avec certains courtiers sur le Mexique. Je passe rapidement sur le tableau de droite, mais vous avez l'équivalent en nombre de contrats et en primes. Donc ça, c'est sur le courtage. Sur le slide suivant, on a le direct qui, lui, démarre de façon plus inégale. Ça, c'est pas encore affiché pour moi, pardon. Donc sur le direct, vous avez, je vais commencer par le centre. Donc ça, ce sont de la même façon les commissions annuelles. Donc vous le voyez de la même façon, on a bien redémarré en 2022 et on se fixe un objectif ambitieux, clairement, cette année, d'atteindre 1,5 million de commissions annuelles sur le direct. Ça représente une augmentation de 30%. Sur cet objectif, on l'a lissé sur les différents mois en fonction de la saisonnalité
que l'on a. Alors ce lissage, il est, je pense, à revoir parce qu'on a ajouté 30% à chaque mois. Or, la progression, elle se fait de façon plus progressive normalement. Donc, pourquoi je dis ça? C'est parce que l'objectif tel qu'il est affiché sur le graphique de gauche pour janvier est très ambitieux. En réalité, avec 113 000 €, on était très bien. On était très bien en janvier. Pour autant, ce qu'on peut bien voir, c'est qu'en février, on a un recul de nos ventes. On est 44% au-dessous de l'objectif et surtout, on est en dessous de 2022. Alors, il se trouve qu'en février, on était en sous-effectif. Pour autant, ça n'explique pas tout, puisqu'on voit qu'on est globalement sur la même tendance en mars, c'est-à-dire que si on proratise ce qu'on a vendu au 20 mars, on va se retrouver avec un mois de mars équivalent, voire légèrement en dessous de 2022. Alors évidemment, on commence à investiguer, on essaye de comprendre d'où vient cette baisse. On a pour l'instant des pistes d'explication. Alors une première serait qu'on a actuellement beaucoup de stocks, c'est-à-dire qu'on a des commissions qui sont en attente. Quand je dis commissions en attente, c'est des contrats qui sont en attente de pièces, en attente d'un retour du médical, et on a pour 28 000 € de commissions qui sont en attente de paiement. Est-ce que c'est un stock habituel ou non? Ça, c'est ce qu'il faut qu'on continue à analyser. Une deuxième piste serait l'allongement de la durée de concrétisation entre le moment où un lead arrive, c'est-à-dire un devis est réalisé, et le moment où les personnes concrétisent leur achat, qui serait passé cette année de 45 à 77 jours. Et là, on pourrait avoir un début d'explication, parce que si on regarde le graphique qui est à droite, vous voyez qu'on a eu un trou d'air, d'une certaine façon, dans les leads, donc dans les devis réalisés en novembre-décembre. Si on calcule 2 mois et demi de délai, ça correspondrait à la baisse des ventes actuelles. Alors, à prendre avec beaucoup de pincettes, ce serait globalement une bonne nouvelle parce que ça voudrait dire que le trou d'air est derrière nous, mais on va continuer à investiguer pour s'en assurer. Sur le slide suivant, je vais parler des entreprises. Est-ce qu'il s'affiche? On a perdu l'écran. Alors, chez nous, on a perdu l'écran. Oui, c'est revenu. Merci. Alors, à noter que sur les ETI, l'année commerciale commence en février, donc on est actuellement sur 1 mois et demi de production. L'objectif se décompose en 3 types d'objectifs, donc les affaires nouvelles, la saturation du portefeuille actuel et un objectif global d'augmentation du portefeuille. Sur les affaires nouvelles, vous le voyez, on a un objectif de 120 000 €. Aujourd'hui, on a déjà 40 000 € de signés au bout d'1 mois et demi, avec principalement 3 gros clients, une ambassade sur du sur-mesure et 2 clients sur des produits Préventaire, de la gamme Préventaire. Sur les études en cours, on a actuellement 26 prospects, donc on est plutôt sur une tendance assez dynamique. On a 26 prospects, je ne l'ai plus à nouveau. Donc 26 prospects, c'est 17 devis en cours et ça représente un montant de commission maximale de 60 000 €. Si on part du principe on estime qu'on pourrait en convertir 10 à 15%, donc ce qui représentera un petit 10 000 € complémentaire, ce qui au bout d'1 mois et demi d'activité nous paraît déjà très bien. Est-ce que les slides s'affichent toujours pour tout le monde? Pas les grands écrans, D'accord, nous, c'est bon. entendu. Je continue du coup sur le deuxième type d'objectif, la saturation du portefeuille. Là, on a un objectif à 20 000 €. Donc il s'agit clairement de pousser des offres. Nous on les voit, mais pas tous. Les gens ne voient plus les slides. Ah, c'est ça. Alors, moi non plus. On va les adresser par mail. Non, C'est en à revanche, Equinox. Il y a certaines personnes qui les voient. Autrement, on peut les adresser par mail. Oui, de toute façon, à l'ensemble des Pas de collaborateurs. problème Ils sur sont Citizen non plus, donc ça a dû sauter pour quelques personnes, D'accord. nous inclus. Eh ben alors. C'est revenu. Ok.
Donc, sur la saturation, ce que je disais, c'est qu'il s'agit globalement de vendre des offres santé quand les entreprises n'ont que la prévoyance ou vice-versa, ou ajouter de l'assistance ou des produits mission. On a des études en cours auprès de deux partenaires, Faux Élèves, avec qui on travaille déjà sur la France et qui souhaitent une solution pour leur filiale au Gabon, et J.A. Delmas, pour lequel on est en train de faire des études pour leur changer de produit. Sur la croissance du portefeuille, on a un objectif de 4%, donc ça correspond à la saturation aux affaires nouvelles, et qu'on espère monter à 12% avec l'intégration de portefeuilles venant de d'autres entités du groupe, différentes entités, et là des discussions sont en cours sur ces sujets-là. Je laisse la main à Laurent sur les grands comptes. Alors, côté grand compte et collectif maintenant, d'abord, les objectifs que l'on s'est assignés en matière de développement pour cette année. 100 000 euros de bilan de santé, 400 000 euros de saturation. Saturation, pour mémoire, c'est quand on a un client qui est en portefeuille, il a par exemple de la santé, on essaie de lui vendre de la prévoyance, ou il a de la santé et de la prévoyance déjà chez nous, mais on a envie d'intégrer notre filiale. Donc, c'est continuer de développer et d'offrir plus à des clients déjà existants. Après, on veut aller chercher 600 000 euros de revalorisation tarifaire. On sait tous qu'on est entré dans une nouvelle ère qui est celle de l'inflation, et on le vit tous au quotidien. Et cette inflation génère une croissance des coûts et de nos coûts de fonctionnement. Et donc, de la même façon, il faut que nous arrivions à répercuter cette hausse de nos coûts de fonctionnement au niveau des tarifs que nous présentons à nos clients. 800 000 euros d'objectifs de pure affaire nouvelle, que ce soit sur les grands comptes ou que ce soit sur la partie dite TPA, qui en bon français veut dire de la gestion pour compte, quand un assureur décide de nous confier en gestion une partie de son portefeuille international. Et puis enfin, 1,4 million d'euros d'objectifs assignés sur la partie organisation internationale, organisation non gouvernementale. Si on fait la somme de tout cela, puisque ça se cumule, on a envie d'aller chercher entre 3,3 et 3,4 millions d'euros de business additionnel ou de chiffre d'affaires additionnel cette année. Alors ça, ce sont des chiffres. Voyons maintenant très concrètement comment est-ce qu'on envisage d'aller chercher ce business. Alors, on observe un phénomène qui a été rampant l'année dernière et qui se développe très fortement cette année. C'est que MSH est de plus en plus connu et reconnu comme étant en capacité de faire de la gestion pour compte, de présenter des offres de services, de prestations de gestion et de prestations médicales pour de grands assureurs. Et donc là, en fait, on vient frapper à notre porte. Et vous allez voir de près et même de loin. Alors, AIG, on a AIG qui est venu nous solliciter pour reprendre en gestion un portefeuille en Europe du Nord. Voilà un premier bel exemple de gestion pour compte. Aetna, vous savez tous que Aetna était un des leaders mondiaux sur le marché de l'IPMI. Ils ont décidé de vendre leur activité à Allianz et aujourd'hui, ils ont un run-off. Et ils sont venus nous voir il y a quelques semaines pour nous demander si MSH était en capacité de reprendre ce run-off, cette gestion de bonne fin des contrats qu'ils avaient en portefeuille. Donc là, deux grands assureurs américains. AXA maintenant, un de nos plus grands, une grande fierté française en matière d'assurance, avec AXA Maroc, qui nous a sollicité récemment pour qu'on puisse gérer pour leur compte toute leur activité IPMI sur le Maroc, la Libye, l'Égypte et une grosse partie de la zone CIMA africaine. Et puis, si tout cela n'était pas suffisant, il y a une dizaine de jours, on a reçu un contact de Worldwide Seguros, une compagnie colombienne basée en Amérique latine, qui aimerait nous confier la totalité de son portefeuille expatrié, et c'est le leader sur l'Amérique latine de la gestion des expatriés. Donc vous voyez que ça n'arrête pas, tout le monde veut de la gestion MSH,
Et donc, je ne peux pas continuer ma présentation sans féliciter les équipes de gestion, parce que quand des assureurs, et pas les moins prestigieux, viennent du monde entier, des États-Unis, de l'Afrique ou de l'Amérique latine, pour solliciter nos services, c'est la meilleure preuve que le job qui est délivré par toutes les équipes opérationnelles de Laurent Bonnotte est assez remarquable. Et on continue. En plus de cette activité de gestion pour compte, on a évidemment du business entre guillemets plus traditionnel avec des grands clients. Grands clients d'abord en saturation, où on veut faire croître notre portefeuille Croix-Rouge, notre portefeuille Médecins sans frontières, en ouvrant de nouvelles destinations. CMA-CGM veut nous confier 2 nouvelles filiales potentielles, et sur Technip, on aimerait réussir à leur vendre nos bilans de santé. Voilà 4 exemples parmi bien d'autres de saturation en cours de négociation aujourd'hui. Sur le pur nouveau client, je vous en ai mis 4. Il y en a le triple, mais on a commencé les discussions avec de très belles enseignes comme Pernod Ricard, Sanofi, Vicat, qui est un grand cimentier français, et GTI en Suisse. Et puis, last but not least, les organisations internationales, avec évidemment les Nations Unies. Vous savez tous que notre Dream Team mené par Frédéric est parti à New York pour passer l'oral des Nations Unies. Les Nations Unies, c'est le plus gros client qui existe sur notre métier. Pour mémoire, 140 000 bénéficiaires. C'est la moitié de la totalité du portefeuille de MSH France. Mais pas que. Au-delà des Nations Unies, il y a la Banque africaine de développement, il y a le MOFA Maroc, il y a le MOFA Argentine. Les MOFA sont une cible aussi pour MSH très attractive et qu'on compte bien creuser. Tout ça pour vous dire qu'on a un début d'année qui est assez tonitruant. Évidemment, on ne concrétisera pas tout, mais le message, c'est on est à fond et de mémoire de commerciaux, on a rarement eu autant de pipe pour un premier trimestre ou une année qui débute. Donc bravo et merci à tous. Merci beaucoup. Et 2 minutes d'avance. Alors, on a quelques questions, on va en profiter. Donc, première question, le pays du 6e centre de gestion en Asie du Sud-Est est-il tranché? Pas encore. Donc, la question, on avait indiqué, je pense, dans les webinaires Golden Gate, qu'on commençait à regarder pour créer une plateforme de gestion en Asie du Sud-Est pour 2 raisons. D'abord, on est très satisfait de Tunis, mais je ne souhaiterais pas que Tunis aille à 250-300 personnes. On aurait un déséquilibre et il faut un peu en gestion de risque regarder. Et puis, la gestion des têtes qu'on a en Asie du Sud-Est se fait depuis Shanghai, qui est quand même avec l'inflation des zones de plus en plus chères. Et on voulait plutôt se localiser proche de là où on sert nos clients, nos membres. Donc, on a confié à Business France le soin d'étudier plusieurs pays. Donc, pour faire court, non, ce n'est pas arrêté. Dans les pays étudiés, il y a la Malaisie, les Philippines, la Thaïlande. Je ne sais plus si on a mis le Vietnam. Je crois on l'avait mis, mais je pense qu'on l'a fait un screen out. Je ne sais pas, Audrey, si j'en oublie dans les pays qu'on regarde sur les plateformes. Mais à mon avis, ça va jouer dans ces 3-là. Non, Ok. c'est tout à fait ça. Il y a juste on cherche à savoir là où c'est fiscalement et politiquement le plus intéressant. Voilà, on veut des gens qui parlent anglais sans trop d'accent. On veut une main-d'œuvre qualifiée avec de la formation, etc., etc. Donc c'est vrai qu'on voit ça à KL, on voit ça aux Philippines, on voit ça. Merci beaucoup à tous les deux. Donc, une question sur Golden Gate. Dans quelle rubrique sur le site Golden Gate peut-on accéder aux propositions de poste et à partir de quand? Je suis vraiment content que tu sois là. Merci pour cette question. Alors, effectivement, vous allez sur le site et là, Marie-Gabrielle donc, du marketing est en train de publier les podcasts. Donc, vous aurez tout sur podcast enregistré avec Doua la semaine dernière. Nous finalisons la mise en forme et ce sera disponible dès cette semaine. Vous pourrez les écouter et en plus, vous pourrez les écouter par poste. Donc, chaque podcast dure pas plus de 2 minutes. Ce sera très accessible. Et ce sera sur le site Golden Gate?
C'est ça, sur le site Golden Gate, tout à fait. MG, si on peut mettre le www sur le chat pour que tout le monde le voit. Autre question, est-ce que les salaires des collaborateurs sont inclus dans les coûts de fonctionnement? Oui, je ne suis pas sûr de... Oui, si je reprends le compte d'exploitation de l'entreprise, il est assez simple. On a des revenus. Donc, tous les revenus que je vous donne, ce sont des revenus nets, c'est-à-dire quand on a des apporteurs, on a parlé de l'activité courtage qui a bien démarré, on encaisse des commissions de X, mais on reverse une commission, on appelle ça une rétrocession à notre apporteur. Et donc, le chiffre d'affaires net, c'est celui qui reste quand on a payé tout ce qu'on devait à différents apporteurs. Et après, dans le compte d'exploitation, la première ligne, c'est les salaires. Donc, salaire, charges salariales, etc., etc. Je n'ai pas Amandine, mais je pense qu'on est à 55%, 60% à peu près, 55% à peu près des revenus qui partent sur la ligne salariale, d'où la remarque de Laurent quand il y a de l'inflation, notamment sur les salaires, etc. Et puis après, dans les postes importants, on va avoir l'informatique. On dépense pas mal d'argent sur l'informatique, c'est un peu plus de 10% de nos revenus que l'on dépense. Les loyers, forcément, dans l'ensemble des bureaux où nous sommes. Et puis après, on va être sur des postes, sur les frais de déplacement, les frais d'avocat. On parle de regarder une plateforme, mais il y aura forcément des avocats, des choses comme ça, qui viennent dans l'ensemble des frais. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais voilà les grands postes que l'on a sur notre compte d'exploitation. Puis à la fin, bien sûr, c'est le résultat. Donc, beaucoup d'intérêt pour Golden Gate. Une question complémentaire sur donc les postes dans le cadre de Golden Gate sont-ils également ouverts à l'externe? Alors pour l'instant, les postes sont ouverts avant tout en interne puisque les évolutions et les mobilités sont prioritairement pour chacune des personnes des sites. On souhaite déjà envisager les choses comme ça et puis on pense qu'il y a suffisamment de personnel compétent et qualitatif dans l'entreprise pour le moment pour qu'il n'y ait pas tout de suite besoin de voir en externe. Voilà, donc je confirme, on veut, d'abord c'est embarquer tout le monde, ce que je disais. Donc c'est logique d'ouvrir d'abord en interne et de privilégier les pistes internes. Ce que j'aime bien dans cette organisation, j'essaie de mettre à la place d'un collaborateur, c'est que dans le Customer Care, je vais avoir une plus grande polyvalence. Je peux faire des choses que je ne faisais peut-être pas là où j'étais, si je n'étais pas en Customer Care. Sachant que derrière, il y a des spécialités, donc en termes de parcours de carrière, à un moment donné, je peux décider d'être dans un truc plus pointu, de me spécialiser, de revenir sur de la polyvalence et traiter un client un peu plus largement. Je trouve que ça permet éventuellement des parcours en fonction de ce qu'on a envie de faire à un instant T. Okay. Je crois même qu'est envisagé, je ne dis pas de bêtises, Audrey est un peu vie ma vie, quelqu'un qui a un endroit va passer quand même quelques semaines au Customer Care avant de revenir. Je trouve que c'est des belles expériences. Oui, tout à fait. On a imaginé ça, que chacun puisse avoir une expérience des autres équipes et puis aussi d'imaginer des roulements. Hein, c'est ce qu'on vous a dit dans les précédents webinars avec des personnes qui pourront sur l'année ou l'année suivante changer, basculer dans les différentes équipes. Notre objectif, c'est bien de valoriser les compétences et l'expérience des collaborateurs à ce jour. Hein. Ok, merci. Donc, MG Marie-Gabrielle nous a bien donné accès au site Golden Gate et surtout, n'hésitez pas à continuer à voter. Je vous propose qu'on enchaîne sur la séquence suivante. So, John, you still with us? I'm with you. I'm here. So now it's all yours. Thanks for being there. I think it's the afternoon for you. So John is our CEO in Singapore, leading Expat Insurance. And now it's for you to explain to us what you do and what are the challenges and all the goodies as well. Okay, so if we go to the next slide. Just to give you a background of where we came from. Expat Insurance was formed in 2009. It was created by a woman called Danielle Warner. Before creating Expat Insurance, Danielle ran art galleries. And she moved to Singapore with her husband, who
was British, and he worked for Allianz. She was American from New York. They saw that there was a market for insurance products for white Western, and she created an agency with AXA and started moving into that space. She was quite successful, and in 2013, she applied for a broking license. This was because she didn't want to be restricted to only selling AXA products. The business grew, and in 2016, she applied for and received an insurance license. At that time in 2016, MSH came knocking on the door and bought I think about a 35% share of the business. And in 2019, MSH bought 100% of the business. Deals broker over to set up P&C, the family, the spouse and children. Sometimes it's just the employee. We can go to the next slide, please. We obviously are not as big as Aon and Marsh, who are the two biggest brokers in Singapore, and Pacific Prime, who is the other, and Willis, who are the four largest brokers in the market. To maintain our market share and to win business, what we have to do is look to offer additional services. We don't have budgets for entertaining. We don't have budgets for gifts. So what we do is work very close with our clients, and we become an extension of their HR department. We look at providing value-added services, which we either source from the insurers or we provide ourselves. We look at providing technology support through the TPAs that administer the insurance plans. We work with the HR departments in terms of cost containment. And for example, this year, our largest client, our largest employee benefits client, we were able to sit down with the insurer and get an actual reduction in premium. Now, that doesn't do our bottom line well because our revenue is based as a percentage of premium, but our client loves us because even though their claims ratio was relatively high, we could minimize their costs. We allocate dedicated teams to our clients, and we run a shadow team. So if I've got two people working on a client, I have two people who shadow them, which means if somebody's away, goes on holidays or leaves, somebody can step in and there is a seamless service. The service is not impacted because we lose somebody in our team. Can we go to the next slide, please? Private clients was the core of our business and represented probably about 70 to 80% of the revenue when MSH bought the business. Whilst this business has been severely affected by COVID, it's still a significant part of what we do. We provide individual solutions, medical solutions, life insurance solutions, and lifestyle solutions. And by lifestyle, I'm talking about home and contents, travel insurance, motor vehicle insurance, pet insurance, golf club insurance. In actual fact, in the home and content space in Singapore, we have the single largest book of business. So there's no other broker or agent that does more in home contents insurance than we do. So we can look after the employee, but we can also look after their families on an individual basis. And we also whilst we do individual medical plans, we also provide top-up plans. That's where if the employee thinks they don't have enough medical cover within their employee benefit plan, we can add additional medical cover. So the employee, for example, can have private hospital cover. This business has been evolving because where we did the majority of our business is international, IPMI, that is starting to change, but I'll talk about that in a minute. Can we go to the next slide, please? Property and casualty. Here we can offer solutions for any form of commercial insurance.
Whilst we've got the expertise in Singapore, with the team also has the backing of Diotziachi, so we can tailor any kind of solution, whether it be from professional indemnity to cyber security to shipping and cargo to property. It's the full range. And this is probably, this year will be our biggest growing sector. And I'll talk about some of the opportunities that we've got coming. Can we go to the next slide, please? This is just showing you where the breakup of our business is. At the end of 2022, this was the first time that employee benefits was bigger than private clients, and employee benefits continues to grow. In my private client space, we've got 2,500 clients, and 86% of that is medical insurance. Of that, 96% is IPMI. But this is starting to change. Now, that's a typing error down the bottom. We're looking at growing this sector or this part of the business by 30% this year. In my property and casualty business, we've got about 80 clients. 10% are small corporates, and then 90% are large P&C clients. And this part of the business will grow by 46% this year. My employee benefits business, we have about 360 clients, and the mix is different to our private clients. 76% of my business are local insurance plans. Now, we saw a transformation of that business during COVID. What we found, whilst during COVID we didn't lose one single client, we were lucky we didn't have any businesses that were affected by COVID, and a number of our businesses grew. What we did do is we lost our group travel book, because in 2020, while a lot of companies renewed their group travel, in 2021 they abandoned it. And in 2022, they didn't renew, and people have learned to do business differently, so we're not seeing group travel come back as much. But what we are seeing is, and the second thing that impacted us during COVID was a number of employers, as a cost containment exercise, and because there was an exodus of expats, converted their plans from international insurance plans to local insurance plans, which obviously had a negative impact on premium and therefore revenue as well. But we still continue to grow the business. In actual fact, 2022 was our best year ever for new business, by premium, by revenue, and by the number of new business clients that we put on. We put on 47 new clients last year, which is basically a 15 to 20% growth in just client numbers. So we were very happy with that, with what we achieved. As I said, where we see the growth coming this year is in the commercial side, and that will be led by P&C and then by EB in terms of premium. Can we go to the next slide, please? This is my team. I have an executive of 6 people that assist me in running the business. I have a head of department for employee benefits who's been in the industry for 23 years. He is a real hunter. He's very good at bringing in business and converting. I've just put on a new head of private clients, Carolina, who came from April. And she's been there 5 weeks, and she's been a breath of fresh air for us. And Fabian, who came out of Diotziachi in Paris, he joined us in 2019 and very well experienced in property and casualty. I have a head of finance, a head of HR and compliance, and a head of marketing. Can we move on to the next slide? When I came on board, Expat Insurance was a Singapore-based broker, and we still are a Singapore-based broker. But we've been growing our opportunities overseas. So now, and these have all come on since the beginning of last year, we have an outbound client in Vietnam. We have outbound and inbound business coming out of Hong Kong. We're working on a large cybersecurity opportunity in the Philippines. We're working on a large cybersecurity opportunity in Indonesia. We have an inbound
employee benefit client out of Indonesia. And we're looking at an inbound employee benefits opportunity out of Indonesia. Malaysia, we hope this month or in April, we will close a very large inbound cargo prospect, which is worth about $1.5 million in revenue. We're doing that jointly with a broker in Malaysia. We're also working on a large inbound employee benefits prospect out of Malaysia, 800 people. Cambodia, we've just started working on an opportunity there, which will be a very large employee benefits inbound prospect and a very large motor vehicle inbound prospect. We have business in Bangladesh that we are hopefully signing up today, which is a very large inbound client. And then later in the year, we're looking at putting insurance in place for their property. They have 13 factories, their credit and their D&O. And just about 2 hours ago, Fabian messaged me and said, can I do Keyman Insurance for the directors? And Keyman Insurance is one of my specialties from Australia. We have inbound business out of Africa. And we also closed last week a very large inbound D&O client out of Dubai. So whilst we're Singapore broker, we're expanding our boundaries, we're expanding our market and looking for opportunities across the whole of the region. Can we move to the next slide, please? In terms of our clients, our competitors, vary depending on which space you're talking about. In the private clients area, our competitors are banks, large financial planning groups, large dealer groups, and wealth management companies. Having said that, we work with a number of the wealth managers who only specialise in investment and they refer their insurance business to us. We're a second tier player across all markets. And in that second tier space, our competitors are Pacific Prime, Mercer and Marsh. In the employee benefits space, our biggest competitors are the four big brokers, Aon, Mercer, Willis and Pacific Prime, and a number of insurers who go direct. So insurers like Prudential, which you would know, they go direct, they don't work through brokers, and some of the local Singaporean insurance companies who also go direct. Again, we are a second tier broker, and in that second tier space, we're there with Lockton, Howden, Abacare and Honan. We're not as big as Lockton. We hope to get bigger than Howden, and we're about the same size as Honan and much bigger than Abacare. In the property and casualty space, our competitors are exactly the same, the four big brokers plus Gallagher's and Honan. This is a space that we are starting to make a lot of noise in and starting to get noticed. The Singapore market over the last 18 months has been affected by the takeover of JLT by Marsh, who finished that takeover last year. Pacific Prime bought a large Singapore broking firm, which now has made them one of the top 4 broking firms, and the divorce of Aon and Willis. The market was expecting those two to merge, and they were acting as if they were merging. What happened as a result of that divorce and the completion of the takeover of JLT meant that Marsh and Aon, and to a lesser extent Willis and Pacific Prime, entered the market and attacked brokers like us, stealing talent, stealing our staff. And there has been, in 2022, average salaries went up between 35 and 50%. And the large brokers were offering huge salaries to steal talent from one another. What that meant, what has happened is that now that they've
they've put on people and they've got big salary bills, they're going into the market and they're offering major discounts. Mercer is known to be offering the normal brokerage and employee benefits is 15%. They're offering deals of 5% and 10% to win clients. So we've had pressure on salaries because of the activity of the top four, and we've got pressure on revenue because of the activity of the top four. So we've been able to navigate that. We have had a turnover in our staff, and if we can go to the next, we've had a turnover in our staff, which I'll talk about in a moment. Can we go to the next slide, please? These are the insurers that we deal with. In terms of international products, Cigna, Allianz, April, Now, Health, Bupa, and Henna. And in the local products, we deal with Cigna, HSBC Life, who bought out AXA in Singapore, Singlife Income, which is a Singapore company, Singlife bought Aviva, Liberty, Tokyo Marine, Great Eastern, which is the local Singaporean, Chubb, Allianz, and AIA. Next slide, please. Just a quick one, John, there, just to mention to the staff that this is Cigna, and you're very unique from that perspective in the sense of you are working with Cigna where in France or anywhere else we compete against Cigna. So it's very interesting because you are also a bit of a laboratories and you can tell us what's going on with Cigna and others. So I just wanted to stress that, and also yes, that you have 2 minutes left for the many slides you have after. Okay, I'll go pretty quickly. Our challenges. Next slide, please. Our biggest challenge is brand. Expat insurance is seen as only dealing with expats, and while that's good with private clients, it's very hard with commercial clients. So our solution for that is that I have applied to the regulator to use the Diozzi brand. We're still waiting on the regulator to come back to us on that, but we believe that will help improve our commercial market. Next slide, please. During COVID, we saw a mass exodus of white Western expats. Over 25% of foreign expats left. And whilst this year they're starting to come back, they're mostly Chinese and Indian. Chinese expats make up 25% of the expat market, and Indian expats make up 22%. What are we going to do? We're going to refocus our business and start focusing on Chinese expats. And Fred knows that I want to create a China desk, and if I do, I'll be the first broker in Singapore that has a China desk. Everyone has a Singapore desk. Next slide, please. We had a 43% turnover of staff because we were under attack by our competitors. And our biggest threat was not only losing staff, but losing clients, because we're very hands-on and we had strong relationships. To date, I've lost one client. I haven't lost any others, but we're still under constant attack. We've reviewed our salaries and benefits, and we did a salary harmonisation project last year, which has helped us this year. So I'm hoping that at the next cycle, which is in April, that I don't lose any more staff. The other things that we're doing, and I'll finish on this, so we won't need any more slides. The other things that we're doing is we're introducing new software and new technology. We will be releasing in April a medical comparator tool, which will be cutting edge in the market. There's nothing else like it in the market, and we believe with the proper digital campaigns, we will drive a lot of traffic to that tool, which will create new opportunities in our private clients area. We're looking at creating white label product, and I hope to add MSH product under that banner. That's a 2024 project, but we're starting that now. We will have next month a flexible benefits product, which will open up not only to employee benefits, but also to what we call voluntary benefits, which is individual
products that we can sell directly into the employees of our companies. So we've got a big transformation strategy going. Expat Insurance will not survive if it continues to do what it did in 2019. As I've shown, we've widened our borders by moving into other markets. We're introducing new technology, and we're going to start targeting different sectors of the market, not just our traditional white Western expats. So we're very excited about what the future holds for us, and we're very excited about the opportunities that we'll be creating and the revenues that we'll be generating. That's it. Any questions? Thank you very much, John. I believe, Fabrice, there is one question. Yes, John, so there is one question for you that was to know in which way COVID has changed your business. Well, because we lost the core of our business, white Western expats, European, English, American, Australian, who left Singapore, and they're being replaced by Chinese predominantly, and Chinese out of mainland China and Chinese out of Hong Kong. They're coming in with money, they're coming in with businesses, and because of the political issues with the US, China is setting up, a lot of Chinese companies are setting up trading offices in Singapore so they can trade with the US, so it's not seen that they're trading with China. So that's a market that I really want to attack. Now, and I want to focus on dealing, and I've spoken to MSH China, how we can leverage off them. But that's where I see an enormous opportunity for our business. Okay. Thank you very much, John. I believe that was the only question, so it was crystal clear. Thanks a lot. And really interesting to see how COVID in some countries has changed. You have so much less Westerner expats, which was really what you were doing, your core business in the past, and you're trying to turn the boat to get the Chinese, the Indian, and the local employee benefit coverage as well. So thanks a lot. Appreciate it. Thank you very much, guys. Enjoy the rest of your webinar. Thanks, cheers. Thanks. Bye. Bye. Alors, on va revenir sur le français. J'espère que ça vous a plu, cette vision de l'Asie du Sud-Est et de Singapour. Je pense qu'on est sur la session questions-réponses où on fait les résultats des votes. On va faire les questions-réponses. Donc, une petite demande de précision auprès d'Audrey. Donc, savoir, est-ce que les postes ouverts pour Golden Gate sont bien ouverts et dispo sur le site Golden Gate? Alors, merci beaucoup Fabrice, merci à tous pour cette demande de précision qui montre à quel point vous êtes déjà en mouvement dans le projet et engagé. C'est précieux pour nous. Je reviens très rapidement. Alors, nous avons défini les mobilités attendues, vous avez vu dans le précédent webinaire. Nous écrivons dans le même temps les fiches de fonction pour être très concrètes et ensuite, là, nous allons publier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur le site du Golden Gate via les podcasts, tous les types de postes attendus, ceux sur lesquels une mobilité est attendue. Ensuite, pour ce qui concerne la partie purement opérationnelle, vous pourrez suivre les processus habituels pour postuler selon vos sites différents et candidater. Les postes seront ouverts entre guillemets à ce moment-là. Voilà. Je pense que c'est clair. Merci beaucoup. Alors, deux questions un peu qui se recoupent autour de l'informatique. Donc, la première, quand les outils informatiques type Contact V9 qu'utilisent les gestionnaires seront-ils améliorés? Donc, la personne nous dit à chaque fois qu'on propose quelque chose pour faciliter notre travail, on nous informe que les IT sont débordés. Ne peut-on dédier quelques IT à la gestion? C'est des personnes à l'IT. Et question un peu corollaire, autour du caractère un peu procédurier des demandes à l'IT qui doivent passer par des tickets avec interdiction d'aller voir les gens, ce qui se faisait autrefois, et une sensation de procédure plus dure sans forcément des résultats visibles plus efficaces. Oui, c'est deux choses un peu différentes si j'ai bien compris. La première, c'est tout ce qu'on veut faire dans V9 pour améliorer
côté l'expérience collaborateur, hein, quand je fais des choses, etc. Notamment pour les gestionnaires. Donc là, dans nos dépenses informatiques, il y a 4 axes. Le 4e est autour de ce qu'on appelait back-office V9. Donc le sponsor, c'est Laurent Bonnotte. Il y a énormément, on va pas se mentir, il y a énormément de choses là-dessus. Et donc, ce que fait Laurent avec AFID, notamment, moi je suis aussi à ce comité, c'est un travail de priorisation assez conséquent pour dire qu'est-ce qui est P1, P2, P3 par rapport aux demandes, de manière à ce que on rentre ça dans le tuyau informatique et que ça se fasse. On sert un peu plus le kiki de l'informatique pour être honnête, et on a un peu plus d'engagement maintenant qu'on peut avoir sur les délais. On a lancé des recrutements côté MOE pour arriver à avoir c'est sûr qu'on est le débit. Maintenant, on ne va pas se mentir, hein, la masse de demandes et la capacité à faire ne sont pas complètement en rapport, donc tout n'est pas traité et c'est reporté éventuellement sur les fois suivantes. L'autre, c'est plus du helpdesk, si j'ai bien compris. Donc il y a une réforme du helpdesk qui est en cours, avec aussi un travail sur l'infrastructure, ce que même vous voyez dans ce webinaire, on a eu quelques problèmes de Wi-Fi. Je ne vais pas vous mentir, parfois je désespère un peu, mais j'ai noté le point sur les tickets et je réalise qu'on est devenu très procédurier avec ça, donc ça je vais le prendre et je vais retourner vers l'informatique pour voir si effectivement il n'y a pas des choses qui peuvent être faites pour améliorer cette partie-là, parce que c'est un peu désespérant pour tout le monde par moment. Je trouve qu'il y a eu des améliorations quand même, faut reconnaître. Mais on est encore loin du compte, je pense, en termes de qualité de helpdesk et de nous aider. Donc, je prends le point pour voir si on peut pas avoir des gens de l'IT qui viennent une fois de temps en temps sur site et qui débuguent ce qui est à débugger sur place, au-delà de la procédure de ticket, etc., etc. Donc, merci pour la question. D'autres questions, non? Non, je propose qu'on passe à la Roulement de tambour, alors. On laisse encore une minute aux gens pour Ah, voter. Zoé veut laisser encore les gens voter. Elle me dit que ça vote encore, c'est ça? Ouais, ça vote encore. Et c'est serré. Très serré. Très très serré. Et tu vas venir avec l'enveloppe, maître roi. Donc, à l'instant où on parle, il n'y a que Zoé qui sait, a priori, qui va gagner sur cet axe, donc qui était la conquête choisie. Allez, on va peut-être déclarer. Alors, Je ferme mon sondage. Je ferme. Ah. Allez, 1, 2, 2 et demi. Allez, 2, 3 quarts. ça continue de voter. Est-ce qu'on peut savoir entre quelles pistes ça se joue? Entre la première et la troisième. Il y a 2 voix d'écart entre la première et la troisième. Donc on ne dit pas qui est en tête, c'est ça, mais donc ça vote encore. On va laisser Oui, ça voter. vote encore. Mais on peut voter qu'une fois, hein, sûrement. Oui, on peut voter une fois. Il manque 30 personnes qui. Ah non, 28, 27. Les gens votent encore. Ah, les gens sont encore en train de voter. Je ne sais pas si on peut dire les noms de ceux qui ont fait, peut-être ça va influencer les votes alors. Je ne sais pas. Allez, on y va, on dit les noms. Allez, on dit Et les les noms. 3 noms, vite, pour voir que ça vote. Donc la première piste, c'était Ouchante. La deuxième piste, c'est Julie Verdier. Et la troisième piste, c'est Anna Malina. Et donc, immédiatement dans la foulée, on vous révélera le nom de le prochain axe sur lequel on vous demandera de faire la même chose et d'être encore beaucoup plus nombreux à nous proposer des pistes avec toujours autant de créativité. C'est bon? Une fois, 2 fois, on ferme? 2 et demi, 2, 3 quarts. Allez, on ferme pour Allez, demain. on ferme. Alors, résultat des courses. La troisième. Ah, bah bravo à la troisième. Donc, excuse-moi, j'ai parti. Donc, c'est Anna Malina. Ah, bravo à Anna Malina. Et a priori, on aura reconnu des personnes de type réseau médical sur cette piste. Dominique et l'équipe, welcome to the World of Fame. Et donc, ça s'est joué à très très peu. Oui, 50 par 57. D'accord.
Mais normalement, vous pouvez voir les résultats du sondage qui ont été publiés. Ah, super. J'ai perdu mon anglais sondage. Pas grave. Ah, voilà. Ok, bah, je propose qu'on dévoile la prochaine piste sur laquelle on va vous proposer de jouer. Donc c'est le deuxième axe donc, qui tourne autour de la montée en gamme de l'offre santé de MSH, à la fois autour du réseau et des services santé qui l'accompagnent. Donc Zoé va vous adresser dans les heures et jours à venir voilà, officiellement le lancement du concours avec les règles donc, qui seront les mêmes et une deadline et donc le prix à remporter, donc c'est le même que celui qui sera remporté par Anna Malina, donc c'est un chèque cadeau de 100 € chez Amazon. Super, et ben, donc rendez-vous à vos crayons, à vos illustrations recherchées. Il y avait eu beaucoup de créativité, j'espère qu'on continuera à en avoir autant. En tout cas, merci à tous ceux qui ont proposé des illustrations. Bravo à Malina pour avoir gagné. Et du coup, on va commencer à afficher notre premier axe, la conquête choisie. Et puis, on ira sur le deuxième très prochainement. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Donc, merci pour votre participation. J'étais ravi qu'on ait ce webinaire entre nous. Et puis, je vous donne rendez-vous pour le prochain. Et n'hésitez pas à voter pas à voter, mais à remplir le questionnaire de satisfaction que vous enverrez après. Comme vous l'avez vu, on a essayé une formule un peu plus courte. Finalement, on va faire 1h30, mais au moins on a épuisé les questions, ce qui n'a pas été le cas sur le précédent. On vous souhaite une belle journée. Merci encore pour tout ce que vous faites. Tu as été chaleureux sur les opérations. Je salue également l'ensemble des autres qui contribuent, le réseau, le médical, etc. Et je vous souhaite une belle journée et on continue à faire du business.